réforme. Donc ce n'est pas quelque chose qui arrive toutes les années. Et donc ça mérite un devoir de clarification par rapport aux médias et par rapport à l'opinion publique nationale. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que depuis aussi qu'on est à la tête de ce ministère, nous nous sommes rendus compte que quelle que soit l'importance de l'université au Sénégal, les Sénégalais ne connaissaient pas l'intérieur de l'université. Et je m'en suis rendu compte dernièrement, quand on a eu des débats, notamment à la commission de l'Assemblée nationale, avec toutes les petites crises qu'on a eues récemment, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de désinformation, mais peut-être aussi qu'il y avait beaucoup de manque de communication de la part des autorités, au point que l'université finalement vivait en vase clos, et les Sénégalais, pour qui l'université existe, ne connaissaient pas le fonctionnement de l'université de l'intérieur. Et puisque nous allons vers des concertations nationales, où beaucoup de questions sensibles liées au fonctionnement de l'université seront abordées, nous nous sommes dit, avant d'aller à ces concertations, on va clarifier les enjeux. Clarifier les enjeux. Donner les informations pertinentes pour que l'opinion publique nationale puisse être au même niveau d'information que nous. Et quand je dis clarification par rapport aux enjeux, ça me permet de clarifier que je ne suis pas venu aujourd'hui pour annoncer des mesures ou des réformes. Je voudrais que cela soit très bien clarifié avec nos amis journalistes, que je remercie encore au passage. Je ne suis pas venu annoncer des réformes, je ne suis pas venu annoncer des mesures. La raison est simple, on vient de mettre en place un comité, on va mettre en place des commissions techniques, j'y reviendrai, on va parler de concertation, et ce sont les résultats des concertations qui seront les propositions de réforme. Donc moi, je ne présente que des enjeux. Je vais vous parler de plusieurs thématiques. Ces thématiques vont être discutées au niveau des concertations. Quand ces concertations seront terminées, on va prendre les relevés des conclusions. Les relevés des conclusions seront présentés au président de la République qui peut décider d'en faire des mesures ou des réformes. Donc tout ce que je vous dirai aujourd'hui doit être considéré comme des informations brutes. Chacun pourra naturellement les analyser, mais ce ne sont pas des réformes. Et je pense que cela est particulièrement important pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Alors, on a choisi un certain nombre de points que nous allons vous présenter. Nous n'allons pas pouvoir parler de tout, mais au moins les questions sensibles qui pourront, dans les prochaines semaines, faire l'objet de débats au niveau national. Sur le premier point, j'ai décidé de vous décliner la commande présidentielle. Ce n'est pas le ministre de l'Enseignement supérieur qui s'est réveillé un bon matin pour dire oui, je veux faire des concertations sur l'université. Le président de la République, qui est élu au suffrage universel, a choisi un premier ministre qui est le chef du gouvernement et qui dispose de l'administration. Après avoir fait le diagnostic de nos universités, nous ont dit allez-y pour vous concerter et proposez-moi des solutions pour qu'on sorte de cette crise ambiante des universités que nous avons au Sénégal. Et cela a démarré avec le Conseil des ministres du 28 août. Le Conseil des ministres du 28 août, où le président nous demande de transformer notre système d'enseignement supérieur et de recherche. Transformer notre système d'enseignement supérieur et de recherche. De faire des évaluations prospectives des réformes et programmes issus des décisions des concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur. On a fait des réformes. La dernière fois, c'était il y a 12 ans. Écoutez, évaluez tout ça pour voir si ça a marché ou pas. Et essayons d'aller de l'avant en étant dans la prospection. Il nous demande de repenser en profondeur la politique nationale d'enseignement supérieur sur la base des résultats et performances du système éducatif national dans sa globalité. Cela est particulièrement important. La commande touche le système éducatif national dans sa globalité. Si on pousse un peu loin,
on peut se rendre compte que sur la commande du président figure par exemple un examen comme le baccalauréat, qui est organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, quoique avec les élèves qui sont sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale. Mais puisqu'on est dans un continuum, enseignement professionnel, éducation nationale, enseignement supérieur, on nous a demandé de travailler tous ensemble pour pouvoir proposer des réformes sur cette question. C'est pour cela d'ailleurs que vous avez vu les 3 ministres ensemble au mois de juillet, le 1er juillet dernier, le jour de démarrage du bac à Matam, pour lancer l'examen du bac. Le président nous a toujours demandé, le 28 août, d'engager l'élaboration consensuelle et consolidée d'une stratégie nationale de développement de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en nous basant sur le numérique et l'intelligence artificielle. Cela veut dire qu'après nos concertations, on doit en sortir avec au moins une stratégie nationale de développement de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Donc cela a été fait le 28 août. Je précise que quand je suis arrivé au ministère, au bout d'1 mois et demi, nous avons organisé un séminaire sur la stabilisation de l'année. Et nous avons fait le tour de toutes les universités du Sénégal, toutes les universités publiques au moins, pour voir quel est l'état de la situation. Donc on est dans un timing cohérent. Visite des universités, organisation d'un atelier sur la stabilisation de l'année scolaire, académique du moins j'y reviendrai, et première commande présidentielle. Cette première commande présidentielle du 28 août est suivie d'une autre commande du 27 novembre. Je vais y revenir tout à l'heure. Pourquoi nous donnons l'impression de prendre notre temps? Parce que le milieu universitaire est différent des autres milieux qui organisent des assises de façon régulière. Le 27 novembre, le président de la République nous dit « Il nous faut un plan d'urgence sous la supervision du Premier ministre pour la livraison, selon un calendrier maîtrisé, de tous les chantiers relatifs aux amphithéâtres, salles de cours, restaurants, pavillons, etc. » Rappelez-vous, au mois de novembre, c'est au mois de novembre qu'on a eu quelques bisbilles dans quelques universités et les étudiants étaient partis en grève parce qu'ils réclamaient la finition des chantiers. Et à partir de ce moment, le président de la République nous dit « Nous vous avions demandé d'aller vers des concertations. Dans ces concertations, accorder une place importante à un plan d'urgence sur les chantiers pour que les bâtiments, les salles de cours puissent être finalisés. » Le président nous demandait aussi d'aller vers une maîtrise des budgets de l'université. Quand nous sommes venus l'année dernière, par exemple, on a retrouvé ici une situation inédite. Qu'un budget qui doit être voté sur 12 mois avait été voté sur 10 mois. Donc quand nous sommes arrivés au mois d'avril, on savait tous que nous ne pouvions pas finir les années académiques dans les universités parce que nous n'avions pas un budget qui nous permettait d'aller au bout de l'année. Il a fallu faire des gymnastiques financières extraordinaires pour pouvoir boucler l'année. Et donc, le président de la République nous fait cette commande pour les concertations universitaires. Le président de la République nous demande de mettre en place un modèle économique. Et cela est très révolutionnaire. Nous fonctionnons suivant un modèle depuis les indépendances. Nous avons une université, il y a un campus social, il y a un campus pédagogique. Les étudiants sont logés d'autre part, il y a des bourses, des dépenses sociales, etc. Mais on a continué avec ce système. Et des fois, on se retrouve devant le mur. Et là, le président nous dit, on ne peut pas régler ces problèmes avec du colmatage. Je vous demande de réfléchir à un modèle économique. Comment les universités sénégalaises doivent être financées? Cela veut dire qu'on doit réfléchir sur toutes les subventions que l'État du Sénégal donne depuis 1960 et dire à l'État du Sénégal de façon pertinente comment ces budgets qui viennent du contribuable sénégalais doivent être fléchés. Donc retenez que cette question du modèle économique est une commande du chef de l'État. Le président de la République nous demande d'accorder une importance particulière au capital humain
et aussi de travailler sur la carte universitaire. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Il n'y a pas des universités partout au Sénégal. Où est-ce qu'il y en a? Où est-ce qu'il n'y en a pas? Où est-ce qu'on doit mettre des nouvelles universités? Est-ce qu'on doit construire des nouvelles universités physiques ou bien est-ce qu'on doit aller sur le bimodal, etc. Ce sont des questions ouvertes et le président de la République nous demande de réfléchir sur ces questions. Enfin, troisième et dernière commande qui date à peine de 3 semaines, Conseil des ministres du 25 juin 2025, où le président, après avoir tenu compte de toutes les commandes dont je vous ai parlé, nous rappelle que l'université va occuper une place particulièrement importante sur la transformation de l'agenda national de transformation, dont le nom d'Antesri que nous avons choisi. Le président nous rappelle que l'enseignement supérieur doit rester le socle de valorisation du capital humain, étant entendu que quelles que soient par ailleurs les réformes qu'on peut entreprendre dans d'autres domaines de la vie économique et sociale, si on n'a pas le capital humain nécessaire, très conscientisé sur la philosophie du changement et la sociologie du changement et la conduite du changement, ces réformes ne vont pas aboutir. Le président de la République nous demande d'assurer la continuité de l'année académique. Bref, pour ne pas faire très long, il a rappelé tout ce qu'il nous avait dit au mois d'août et au mois de novembre, en sachant que nous allions entamer au mois de juillet les concertations nationales. Maintenant, pourquoi cela prend autant de temps? Parce que nous sommes l'université et parce que l'université est particulière. Vous avez vu, il y a eu beaucoup de secteurs qui ont organisé des concertations nationales. Ça se fait plus ou moins rapidement. On convoque les acteurs, on fait des termes de référence, on travaille, on délibère et on donne au président de la République. Nous sommes pratiquement le seul département ministériel où pour faire des concertations nationales, le président de la République agit pratiquement par décret. Il faut nommer un comité de pilotage pour les concertations. Cela a pris beaucoup de temps. Il fallait nommer un président du comité de pilotage. Ça a pris du temps. Après, il fallait nommer les 15 membres du comité de pilotage. Ça a pris beaucoup de temps. Parce que aussi, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, nous allons faire des réformes dont l'horizon est 2050. Nous allons devoir redéfinir l'université sénégalaise au moins sur les 25 prochaines années. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on fait très rapidement en ramassé en 2 ou 3 jours. C'est pour cela que les directives présidentielles ont commencé depuis le mois d'août, se sont terminées au mois de juin et le président de la République lui-même a choisi la date du jeudi 17 juillet pour lancer l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur. Donc voilà pour la commande. Et c'est cela qui fait que les résultats qui seront issus de ces concertations ne seront pas des réformes du ministre de l'enseignement supérieur. Pas les réformes de la communauté universitaire en tant que telle. Ce sont des réformes nationales impulsées par la communauté universitaire qui invitent dans ces délibérations un certain nombre de secteurs extra-universitaires, mais dont l'action peut avoir un impact sur le fonctionnement de nos universités. Donc voici pour le contexte. Maintenant, je vous ai dit qu'on a eu 3 décrets. Le décret de création du comité d'appui au pilotage, le décret de nomination du président et le décret de nomination des 15 membres. Ces 15 membres, on les a installés il y a quelques jours, il y a 5 jours. Ils nous ont fait le privilège et l'honneur, et je vous en remercie infiniment d'être présents ici, malgré quelques petites absences. Et je voudrais les présenter aux Sénégalais. Parce que ce n'est pas le ministère de l'Enseignement supérieur qui va piloter ces concertations nationales. C'est ce comité-là, composé de 15 valeureuses et valeureux Sénégalais, qui ont été choisis avec des profils très pointus, avec une très bonne compréhension des enjeux, qui vont piloter ces concertations à partir de jeudi. Et ce comité est présidé par le professeur Boubacar Diop, dit Bouba. Bon, il nous a déjà corrigé 10 000 fois. Je pense que c'est plus simple de dire Mbaye, comme il l'a demandé. Donc le professeur Bouba Diop Mbaye, c'est le président
du comité d'appui au pilotage des concertations sur l'université. Professeur, si vous voulez bien vous lever. Voilà. Il a de gros avantages. Il est enseignant, il a été enseignant-chercheur. À la retraite, je pense qu'un enseignant-chercheur n'est jamais à la retraite. Il a dirigé des syndicats, il a été médiateur. Donc c'est quelqu'un qui comprend parfaitement le mécanisme de fonctionnement de l'université et qui nous sera d'un grand apport. À côté de lui, on a 3 vice-présidents qui sont tous d'anciens recteurs et qui connaissent très bien l'université sénégalaise. Il y a le professeur Ibrahim Tchoub, qui est le premier vice-président. Je ne sais pas s'il est là, mais il est assez connu des Sénégalais. Il y a le professeur Lamine Gueye, qui est le 2e vice-président du Cap Antestri. Voilà. Qui a dirigé l'ANACSUP, qui a dirigé l'université de Bambey, etc. Donc, il connaît aussi l'université sénégalaise de l'intérieur. Et aujourd'hui, qui dirige l'université Cheikh Ahmadou Bamba. C'est bien ça. Il y a Madame le professeur, j'espère qu'elle ne va pas me reprocher de ne pas dire la professeure. On dit bien Madame le professeur. Ramatoulaye Diagne Beng, qui est ancienne rectrice de l'université de Thiès et qui est 3e vice-président de la cellule. Donc voilà le président et les 3 vice-présidents. À côté, on a 15 autres membres qui sont choisis ès-qualité. Cela veut dire que ces membres représentent des institutions. Et on a l'honorable député El Hadj Gueye, qui est le président de la commission de l'éducation de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas s'il est là, mais cela montre que l'Assemblée nationale, nos députés, sont représentés. Il y a Madame Awa Gueye Thioune, qui est conseillère technique à la primature. Ça veut dire que la primature est représentée. Il y a M. Birahim Gueye, qui est conseiller technique représentant le ministère des Finances. Je ne sais pas s'il est là. Voilà. Levez-vous. Parce que lui, il faut bien le reconnaître aussi. Mon moyor Gafagi. Moyor Kopari. Il y a Mme Ndeye Ante Gueye, qui représente le ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Il y a M. Abdoul Aziz Diouf, professeur d'université, qui est le directeur général de l'enseignement supérieur, qui est lui au ministère. Abdoul Aziz. Voilà. Il y a M. Amidou Dat, qui est professeur à l'université, qui est le directeur général de la recherche et de l'innovation. Il est là. Il y a Mme Mampenda Ba, qui vient d'être nommée directrice du financement des établissements de l'enseignement supérieur, qui est au ministère et qui est aussi professeur de sciences politiques à l'université Gaston Berger. Il y a Mme Aminata Diène Ndiaye, qui représente le ministre de l'Éducation nationale. Il y a M. Aplay Sen, qui représente le ministère de la formation professionnelle, qui est là. Voilà, merci beaucoup. Et là, vous voyez que les 3 ministères qui s'occupent de l'éducation, éducation avec un grand E, sont là. Formation professionnelle et technique, éducation nationale, enseignement supérieur. Et après, vous avez, puisque le président en parle beaucoup dans ses commandes, je n'ai pas pu m'appesantir sur cette question, sur la professionnalisation, on a le directeur de l'ISEP de Thiès, M. Mohamed Fadel Khan, qui représente le réseau des ISEP. Pourtant, c'est bien écrit Fadel Nian. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il me dit Fadel Khan. Mes excuses. Voilà. Donc, Mohamed Fadel Nian, qui représente les ISEP, donc les instituts d'enseignement supérieur professionnel. J'ai déjà présenté M. El Hadj Medoune Diouf, qui représente le ministère de la fonction publique. Donc, le ministère de la fonction publique aussi est représenté. M. Lam Adama, ingénieur génie civil, qui représente le secteur privé, le patronat. M. Makan Moïse Mbang, qui est professeur à l'université de Genève, professeur de droit international, qui représente les enseignants-chercheurs de la diaspora. M. Serigne Bakelo, qui est le directeur du CROUS de Thiès et qui représente les directeurs des centres des œuvres régionales, centres des œuvres universitaires. Je ne sais pas s'il est là. Il a un événement aujourd'hui. Et M. Ousmane Diallo, qui est le secrétaire général de l'université Iba Der Thiam de Thiès et qui représente les personnels administratifs, techniques et de services. Donc vous voyez que tout le monde est représenté. Et c'est ce comité de 15
personnes triées sur le volet, nommées par le président de la République, va diriger les concertations nationales. Donc dans les prochaines semaines, c'est à eux probablement que vous allez tendre vos micros. C'est à eux de répondre à vos questions sur le déroulement des concertations. Maintenant, une fois que ces présentations faites, c'était actuellement important de le faire, je vais vous présenter la situation actuelle des universités sénégalaises. Parce que justement, nous nous rendons compte que les gens n'ont pas les bonnes informations. Et encore une fois, j'insiste, je vous donne ces informations brutes. Comme ça, quand vous entendrez des débats sur un certain nombre de sujets, vous pourrez vous référer à ces informations qui vous ont été données pour pouvoir informer correctement le grand public. Ici, vous avez les chiffres clés du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Nous sommes au Sénégal 286 169 étudiants. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est un chiffre qui est en deçà du nombre requis qu'un pays doit avoir pour être sur la rampe du développement de ses universités. On arrondit souvent à 300 000. Mais sachez qu'on a 286 169 étudiants. L'information qu'il ne faut pas retenir ici, c'est que le Sénégal, contrairement à ce qu'on dit, n'a pas encore assez d'étudiants pour pouvoir se mettre sur les rampes du développement. Nous avons 2495 enseignants-chercheurs, ce qu'on appelle les professeurs d'université. 2495. J'y reviendrai tout à l'heure, c'est très peu. Donc très peu d'étudiants, très peu d'enseignants-chercheurs. Nous avons 8 universités publiques, 9 même, si on compte l'université Rose-Dien. On n'a pas actualisé ici, qui est le campus franco-sénégalais et qui est la 9e université publique du Sénégal, à côté des 8 autres que vous connaissez, comme l'UCAD, comme l'UGB, comme Amadou Mahtar Mbow, etc. 9 universités publiques. Et nous avons 2 universités publiques qui vont venir, à Matam et à Tambacounda. Si tout se passe bien, on devrait finaliser dans une année les travaux. Je m'y suis rendu le 1er juillet dernier et les travaux avancent très bien. Cela veut dire qu'on va très bientôt entrer dans l'ère pour pouvoir dire que le Sénégal a dépassé le cap d'une dizaine d'universités publiques. Dans ces universités publiques, on a 73 facultés. Les facultés ici, c'est la même chose que les UFR, unités de formation et de recherche aux facultés. Faculté de droit, faculté de sciences économiques, faculté, etc., etc. Et à l'intérieur des facultés, on a 233 départements. Département d'anglais, département d'espagnol, département de droit privé, etc. On a 2 écoles ici qu'on a détachées, qui sont l'école polytechnique de Thiès et l'ENSA. On a 6 ISEP qui fonctionnent, les instituts supérieurs de formation professionnelle. Et on a 8 qui sont déjà financés, budgétisés, qui vont voir le jour dans les prochaines années. Ça montre que le chef d'État de l'État a choisi la voie de la professionnalisation de l'enseignement supérieur. 62 filières professionnelles au total, 298 établissements privés, 298 universités privées au Sénégal. C'est un record. C'est beaucoup, mais ce n'est pas trop. Parce que dans notre stratégie, l'idée c'est de continuer à avoir d'autres universités privées pour que le Sénégal soit le hub des universités privées, au moins en Afrique noire francophone. Nous avons 6 bibliothèques avec 4804 places, nous avons 15 écoles doctorales, nous avons 7 CROUS, 8 universités publiques qui fonctionnent, mais le campus franco-sénégalais n'a pas de campus, et l'université numérique, Cheikh Hamidou Kane, que vous connaissez, n'a pas de campus. Donc on a 7 CROUS, plus précisément 6 CROUS et un coude qui est à Dakar. Dans nos restaurants, dans les CROUS, nous avons 26 567 lits disponibles. Là où sont logés les étudiants, nous avons 31 restaurants, 19 477 places de restaurants disponibles, et chaque année, nous servons 30 millions de repas dans les universités sénégalaises. 30 millions de repas équivalent au coût global de 45 milliards.
Et sur ces 45 milliards, l'État du Sénégal subventionne pour 40 milliards 500 et les étudiants payent les 4 milliards 500. Pour vous donner une idée. On aura l'occasion d'en reparler. Donc voici les chiffres globaux. Maintenant, quand on essaie de faire une petite évaluation de la qualité de notre université, là, on va vous donner 2 ou 3 exemples sur l'efficacité interne. Par exemple, là, sur ce slide, c'est le niveau de diplomation. On a des étudiants qui vont à l'université, qui s'inscrivent, on les oriente, mais quelle est l'issue de ces études entreprises par les étudiants? Et on nous dit ici que le taux brut de diplomation sur les 3 premières années, c'est de 16,91%. C'est même pas 2 étudiants sur 10. Réfléchissons ensemble. J'investis sur des étudiants parce que je préfère ne pas parler de coûts, on y reviendra. Mais à la fin de la journée, sur 10 étudiants, à la base, vous avez 2 qui ont des diplômes. Regardez tout l'investissement qu'on a fait. Et c'est pour cela que le président de la République a parlé de revoir le modèle économique. Est-ce que ces étudiants-là ont été bien orientés? Est-ce qu'ils n'auraient pas dû aller dans les ISEP? Est-ce que énormément d'éléments d'explication qu'on peut trouver à travers ce chiffre. Là, c'est la diplomation. Là, c'est le taux d'abandon qui alerte. Regardez juste le chiffre qui est en orange, 23,44% d'abandon précoce. Cela veut dire que si cette année, on vous dit, on a 100 bacheliers qui sont orientés dans les universités, vous pouvez être sûr qu'il y a un étudiant au moins sur les 4 qui, dès la première année ou dès la deuxième année, a décidé d'abandonner. Et pourtant, c'est un étudiant que l'État accompagne, qui a une bourse, etc. Mais surtout, c'est un étudiant sur lequel l'État du Sénégal a investi depuis l'école primaire, qui arrive à l'université, on continue l'investissement sur lui, et qui, parce que certainement les conditions ne sont pas réunies, a décidé d'abandonner. Donc tous ces éléments-là montrent qu'il y a un problème de rationalisation de notre investissement. Il y a un problème de fléchage de l'argent du contribuable que l'on utilise dans les universités publiques. Maintenant, pour revenir un peu, ça c'était des éléments qualitatifs qu'il fallait vous donner pour que vous compreniez. Maintenant, on revient aux différentes étapes. Pour aller à l'université, il faut avoir le bac, premier diplôme universitaire. Dans la commande, je vous ai dit tout à l'heure, au seuil des concertations et avant les concertations, le président de la République voulait qu'on règle le problème de l'orientation des étudiants. J'ai l'habitude d'en parler. Nous sommes arrivés en avril 2024. Quand nous sommes arrivés en avril 2024, les orientations des bacheliers de 2023 venaient d'être terminées au mois de janvier. Ceux qui ont eu le bac en juillet étaient orientés au mois de janvier. Nous nous sommes dit première anomalie. Il faut qu'on règle ce problème d'orientation. Dans un pays normal, quand les étudiants ont le bac, les élèves ont le bac, dans un délai record, on doit pouvoir les orienter. Après, non seulement ils sont orientés tardivement, mais l'année académique démarre tardivement. Quand on est arrivé en avril 2024, jusqu'en juillet 2024, il y a des étudiants qui commençaient leur premier jour de cours. Donc, bac, juillet 2023, premier jour de cours, juillet 2024. On perd une année à attendre, on y reviendra. Mais on se dit, on met en place une stratégie pour régler ce problème des orientations. Et dès l'année dernière, dès qu'on est arrivé, on a mis en place un dispositif qui a très bien marché. L'année dernière, on a orienté en mi-septembre. Le bac finit le 15 juillet. En mi-septembre, on a déjà orienté tout le monde. En 2 mois. Alors que ça se faisait en minimum 6 mois. Parce que nous avons pu mettre en place le bon dispositif. Et les chiffres que je vous donne ici sont les chiffres de l'année dernière, où avec 78 456 bacheliers, nous avons orienté tous les bacheliers sénégalais qui l'ont demandé. Orientation universelle dans les universités publiques. C'était une très grande performance. Maintenant, après les avoir orientés, il y en a environ 10 000 qui ne sont pas allés dans les universités, qui sont allés en Europe, qui sont allés dans le privé, qui ont abandonné, etc. Mais l'information, c'est que tous les étudiants qui avaient demandé à être orientés ont été orientés
par le gouvernement du Sénégal l'année dernière, suivant le principe de l'orientation universelle et dans des délais records. C'était la première année. La deuxième année, on nous instruit pour dire, vous pouvez encore faire plus. Et on est encore essayé de faire plus. Avec 3 éléments importants. Premier élément, on s'est dit, mais pourquoi on attend d'avoir le bac pour aller s'inscrire à Campus N? Alors qu'il y a des pays qui ont des systèmes universitaires performants où on s'inscrit avant même le bac. Il y a beaucoup d'atouts liés au fait de devoir demander une orientation avant le bac. Et j'en profite pour clarifier un point extrêmement important. Il y a des gens qui n'ont pas compris qu'on démarre les demandes d'orientation. Ce sont les demandes d'orientation qui ont démarré avant le bac. Et qui disent, mais c'est quoi l'utilité de demander à un étudiant de demander une orientation alors qu'il n'a pas ses notes? Et qu'après avoir reçu ses notes au bac, il a déjà fait une demande. Je précise que jusqu'au dernier jour de l'orientation, par un simple clic, l'étudiant a toujours la possibilité de changer sa demande. Donc il y a un étudiant qui a fait une demande au mois de mai, qui a pu changer la demande au mois de juin, il vient d'avoir le bac, il voit ses notes, il peut encore, jusqu'au délai de la fin du mois, faire une demande. Nous, ce qu'on a voulu faire en ouvrant l'orientation avant le bac, c'était de profiter du fait que tous les candidats étaient encore dans les lycées, mobilisés, avec des connexions Internet, et c'était notre obligation de leur donner la panoplie de formation qu'offre le gouvernement du Sénégal. Et ça s'est avéré une réussite. Mais on s'est dit, on ne s'arrête pas là. Le Sénégal est un pays où l'offre de formation n'est pas bien connue des élèves. Nous nous sommes dit, nous créons l'univers salon. On aura l'occasion d'y revenir. Donc pour la première fois, on a organisé en partenariat avec le CICES, que je remercie au passage, un salon où les candidats au bac sont venus découvrir les 9 universités dont je vous ai parlé, les universités privées dont je vous ai parlé, les écoles doctorales dont je vous ai parlé, les 73 départements, etc. On a offert à l'étudiant la possibilité de faire une immersion dans le monde universitaire, lors même qu'il n'avait pas encore son bac. Et on a vu sur place que ça a créé des vocations. Des étudiants qui ont demandé des filières pour y être orientés, alors que 24 heures avant, ils ne connaissaient pas ces filières. Deuxième innovation. Et troisième innovation, là où l'année dernière, on avait raccourci le délai d'orientation jusqu'en mi-septembre, cette année, on va orienter le 29 août. Donc, fin du bac, on est en mi-juillet. Dans 45 jours au plus, on va faire l'orientation de tous les étudiants sénégalais qui ont le bac cette année et qui l'ont demandé. Donc, nous sommes en train de grignoter sur le temps. Qui grignote sur le temps, grignote sur l'argent. On aura l'occasion d'y revenir. La déréglementation, le fait que l'année académique au Sénégal soit déréglée, ça nous coûte 40 milliards par année. Maintenant, une fois qu'on a fait ça en amont, il fallait organiser le bac qui vient de se terminer. Là, vous avez les chiffres globaux de l'organisation du bac. C'est une grosse machine pour ceux qui ne le savent pas. Et c'est l'occasion de rendre hommage à tous les travailleurs de l'Office du bac qui organisent cela. Et dans cette organisation, on a les 3 ministères de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur. Depuis que nous sommes arrivés, il y a même une grosse innovation, c'est que le ministère des Forces armées achemine les épreuves partout sur le territoire national. Avant, ça se faisait avec les voitures 7 places que vous voyez dans les garages, qu'on appelle les... Comment ça? Les Raogaïne, je ne sais pas. Wargaïne. Voilà, c'est ça. Et depuis les indépendances, ça se passait comme ça. Vous tous qui avez fait le bac ici, vos épreuves du bac, on allait au garage, on donnait ça à un chauffeur, on lui donnait 1000 francs ou 1500, et il acheminait les épreuves du bac. Mais que d'incertitude et que d'insécurité. Nous avons réglé cela en collaboration avec le ministère des Forces armées, qui prend l'avion militaire pour amener toutes les épreuves du bac là où les voitures ont du mal à aller. Mais malgré tous ces efforts, on a un bac cette année dont les résultats sont très mitigés. L'année dernière, on était à 50,50%, 78 000 bacheliers. Les projections que nous avions faites cette année, c'est que si on a encore 50%, on aura 83 000 bacheliers. Le bac de cette année est particulièrement bien organisé.
Pas beaucoup de quad, pas beaucoup de problèmes sur les téléphones, pas beaucoup de tricherie, pas de problème de contrôle. Mais le résultat, il est là. C'est que cette année, on est encore en train de consolider, hein, donc ça peut changer par virgule et par des petits nombres. Mais globalement, le taux du bac de cette année, c'est de 42,85%. Alors que nous nous plaignons déjà des 50% de l'année dernière. Donc cette année, à jour, nous avons 69 474 admis. Donc une différence entre 69 000 et 78 000, il y a une différence de pratiquement 10 000. Mais, quel que soit le nombre, nous n'avons plus l'engagement de tous les orienter. Et là, on aura l'occasion d'y revenir, parce que nous faisons partie de ceux qui pensent que quand le résultat de l'examen n'est pas bon, il faut se poser des questions sur un certain nombre de choses. Parce que dans un système qui fonctionne normalement, un étudiant moyen, il passe. Un étudiant moyen, c'est un étudiant qui a 10. On ne parle pas de mention très bien, pas de mention assez bien, on parle de 10. Même si vous avez 9,50, je crois, on vous repêche. Et vous voyez qu'au Sénégal, dans notre pays, malgré tout l'effort que l'État fait, au premier tour, on est chaque année entre 21 et 23%. Et le premier tour, ce sont ceux qui ont 10. Parce que ceux qui passent au deuxième tour, ils n'avaient pas 10. Cela veut dire que moi, professeur, je mets en place un dispositif. J'enseigne pendant toute l'année. Pendant toute l'année. Je fais un examen, il y a 2 qui ont compris sur 10. C'est ça que cela signifie. Ça veut dire qu'il n'y a que 2 qui ont compris sur 10. Cela veut dire qu'il y a un problème de système. Et nous voulons, à travers ces concertations, réfléchir sur ce système pourquoi, quand un professeur qui est compétent, qui a été recruté dans les règles de l'art, qui connaît sa matière, qui est un bon pédagogue, quand ce professeur-là finit d'expliquer, il n'y a que 2 étudiants qui ont compris. Après les autres, il faut gratter un peu pour les faire venir. Et malgré tout ça, il y a la moitié de la classe qui n'aura jamais rien compris. C'est un problème. Et c'est pour ça que nous allons réfléchir sur le bac pour essayer de le voir comment le réformer pour plus d'efficience. Les universités privées, qui ont une mission de service public, vous en avez entendu parler. Là, je vous parle des problématiques sensibles. Il y a 298 universités privées au Sénégal. J'ai dit, c'est beaucoup, mais ce n'est pas trop. Parce que la bonne nouvelle, c'est que c'est le Sénégal maintenant qui est le hub de l'enseignement supérieur en Afrique noire francophone. Tous ceux qui allaient en France avant ou au Maroc avant, la plupart viennent maintenant au Sénégal. Et c'est excellent pour notre soft power, c'est excellent pour notre diplomatie universitaire. Donc c'est quelque chose à continuer. Mais c'est quelque chose à continuer suivant un principe de contrôle que l'État doit exercer sur les universités privées pour que la question de la qualité ne soit pas remise en cause. Il n'est pas normal qu'un parent investisse sur son enfant et que l'enfant fasse 3 ans dans une université privée et s'entendre dire « votre diplôme n'est pas reconnu parce que votre école ne remplit pas les conditions ». Ça, c'est la responsabilité de l'État. Quand on dit ça, cela ne veut pas dire que le système d'enseignement supérieur privé n'est pas bon. La grande majorité de ces écoles privées remplit les conditions. Mais il y en a qui ne remplissent pas les conditions et nous avons commencé une discussion avec eux. Vous voyez ici le tableau. Je ne veux pas entrer dans des détails un peu trop techniques sur les questions d'habilitation, d'accréditation, mais retenez qu'à jour, il y a 86 universités privées, ça quand même c'est beaucoup, qui continuent de faire payer des élèves et des parents, mais dont les diplômes ne seront pas reconnus. La responsabilité de notre gouvernement, c'était de dire quoi? Est-ce qu'on ferme ces universités? Normalement, c'est la sanction. Mais nous nous sommes dit, essayons d'y aller avec pédagogie. D'abord, ce sont des Sénégalais qui ont investi. Il ne faudrait pas venir former ces écoles de façon tous azimuts et faire perdre un investissement. Parce que dans ces écoles, au-delà des étudiants, il y a aussi des employés. Ça, c'est un. Deuxièmement, en fermant l'école, vous condamnez définitivement le parent et l'étudiant qui avaient investi dans cette école. On s'est dit,
À ces écoles qui ne respectent pas la réglementation de l'État sénégalais, on va leur tendre la main. On a organisé une réunion avec elles, on leur a rappelé toutes les règles et on va mettre en place un programme de monitoring pour que ces écoles qui ne remplissent pas les critères les remplissent au fur et à mesure. Parce que notre objectif, ce n'est pas de fermer des écoles privées, notre objectif c'est de les régulariser pour que l'étudiant qui a fait confiance à ces écoles puisse avoir un diplôme reconnu au Sénégal et partout dans le monde. Donc oui, il y a beaucoup d'écoles privées qui font un excellent travail. Oui, il y a des écoles qui ne respectent pas la réglementation, mais notre approche pédagogique sur les instructions du chef du gouvernement et du président, c'est de leur tendre la main. Ce travail a commencé à être fait au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et nous espérons avoir des résultats palpables dans les prochains mois. Maintenant, si malgré tous ces efforts, il y a des universités qui ne remplissent toujours pas les conditions, on va devoir, à notre corps défendant, les fermer. Mais quand on va les fermer, qu'on ne vienne pas nous dire qu'on joue aux gendarmes, parce qu'on aura rempli tous les préliminaires de conciliation qui nous auraient permis de valider leur diplôme. La question des bourses, les allocations d'études, sujet favori de mes grands amis les étudiants. Quand les bourses sont payées le 5, ils disent Docteur El Hadj Abdourahmane Diouf. Mais quand il y a un retard de paiement, ils disent Draman. Mais Draman, Louis Defni. Je le dis avec beaucoup d'humour parce que ce sont mes grands amis et que nous avons les mêmes objectifs. Alors, pour qu'il n'y ait pas de polémique, je vous ai dit, je n'annonce pas de mesures aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore de mesures. Parce qu'il y a beaucoup de désinformation sur la bourse. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que je vous donne les chiffres bruts, la vérité des faits. Et je ne les commente pas. Il appartiendra aux concertations de décider ce qu'on va faire des bourses. La commission peut venir nous dire, mais il faut augmenter les bourses. La commission peut venir nous dire autre chose. Mais je veux que ce soit clair qu'aujourd'hui, on ne parle ni d'augmentation, ni de réduction des bourses. Je vous donne les informations et chacun pourra faire l'analyse de son côté. Donc voilà les chiffres clés. 153 334 boursiers, dont 2330 dans le privé. Beaucoup de gens ne savent pas qu'un étudiant peut aller s'inscrire dans une université privée et bénéficier de la bourse du Sénégal, de l'État du Sénégal. Donc pour que ceux qui ne le savent pas, la possibilité existe. Il suffit de demander, de remplir les critères pour l'avoir. Globalement, au-delà des bourses, il y en a qui ont des allocations d'études, ce qu'on appelle des aides. Et globalement, on est à 70% de taux d'allocation. Ça veut dire que si on prend les étudiants sénégalais de façon générale dans le public, sur 10 étudiants, il y en a au moins 70 qui reçoivent un pécule qui vient de l'État du Sénégal. Maintenant, cela nous donne les chiffres globaux que vous avez ici. Je vais utiliser les deux gros chiffres. Nous payons pour les bourses nationales 76 milliards 894 millions 401 701 francs par année, bourse nationale. Nous payons par année, pour les bourses à l'étranger, 7 milliards 546 millions 850 559 francs CFA. Si vous mettez les deux, vous êtes autour de 83 000, 84 000, 85 milliards de bourses par année. Le seul commentaire que je vais faire, c'est vraiment le seul que je me permets sur les bourses. C'est qu'au Sénégal, il y a un décret qui organise l'allocation, qui dit pour avoir une bourse d'excellence, il faut remplir telle condition. Pour avoir une bourse sociale, il faut remplir telle condition. Pour avoir une bourse étrangère, il faut remplir telle ou telle autre condition. C'est un décret qui l'organise. Mon seul commentaire, c'est qu'aujourd'hui, si l'État du Sénégal applique ce décret dans toute sa rigueur, si l'État du Sénégal applique ce décret dans toute sa rigueur, on passe de 83 milliards
à 41-42 milliards. Ça veut dire que si aujourd'hui on se dit, il n'y a pas de dérogation, il n'y a pas de négociation, les arrêtés qui ont été pris par différents ministres, c'est en dessous du décret, c'était conjoncturel, on ne les applique pas. Nous, on applique le décret. On réduit de moitié les allocations d'aide qu'on donne. C'est le seul commentaire que je fais sur la question. Et après, chacun se fera son point de vue. Les commissions dans les concertations vont discuter de cette question. C'est pour ça que quand on dit souvent, oui, la bourse est un dû, ben, on peut réfléchir sur le dû. C'est le seul commentaire que je fais sur les bourses. Bon, tout ça, c'est les bourses, je passe. Excusez-moi. Il y a la problématique des infrastructures, vous en avez entendu parler. Je vais passer assez rapidement parce que ce sont des questions très techniques. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que partout dans les universités, il y a des chantiers qui ne sont pas terminés. On a valu les grèves à Ziguinchor, à Thiès, bref, dans toutes les universités. Parce que les étudiants demandent des choses qui sont compréhensibles. Parce que la plupart de ces infrastructures sont terminées à 80%, 90%, voire 95%. Et les étudiants ne comprennent pas pourquoi ces infrastructures ne sont pas livrées. Nous y travaillons. Il y a beaucoup de goulots d'étranglement. Il y a des goulots d'étranglement qui sont financiers. Il y en a d'autres qui sont administratifs. Il y en a d'autres qui relèvent d'un autre ordre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement est en train de mettre en œuvre tout ce qui est à sa disposition pour livrer les chantiers. Et c'est en cela que le président de la République nous a demandé de mettre en place un plan d'urgence qui est déjà mis en place et les concertations nationales vont y travailler pour rendre ce plan d'urgence facilement opérationnel pour que tous ces restaurants, ces salles de cours, ces pavillons d'étudiants puissent être livrés. Donc c'est le message à faire passer. Oui, il y a des problèmes de chantier, mais oui, le gouvernement est en train de prendre ses dispositions et ces dispositions pourront être parachevées par les concertations. La question du recrutement du personnel. Je dois préciser que quand nous avons fait notre séminaire de stabilisation en mai-juin 2024, pour faire le diagnostic de l'enseignement supérieur, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait deux problèmes essentiels. Il y en a beaucoup, mais vraiment deux essentiels. Et que si nous voulions avoir des années académiques normales, il fallait les régler. Le premier problème, je viens d'en parler, c'était le problème des chantiers. Mais le deuxième problème aussi, c'est qu'avec les 2495 enseignants-chercheurs qu'on a, on est très loin du nombre requis pour que les cours puissent se passer correctement. Les enseignants de toutes les universités se sont pliés en 4 pour pouvoir faire leurs cours. Et c'est pour ça que je dis dans toutes mes prises de parole que nous sommes conscients des efforts que les enseignants-chercheurs font dans nos universités pour que les cours puissent se tenir. Et durant ces concertations, on avait identifié un gap de 1500 enseignants-chercheurs que l'État du Sénégal doit recruter. Je précise que sur les 10 dernières années, entre 2015 et 2025, l'État du Sénégal, je dis l'État du Sénégal pour impersonnaliser, a recruté 410 enseignants-chercheurs en 10 ans. Donc autant dire que sur cette décennie, on n'a pratiquement pas recruté. Et le gap, il est là maintenant que nous devons résorber. Nous sommes en train de travailler sur ces questions. Les concertations vont s'y pencher pour que l'État du Sénégal puisse identifier le nombre soutenable financièrement d'enseignants-chercheurs à recruter pour que nos universités puissent fonctionner correctement. Vous avez vu récemment qu'il y a eu un recrutement exceptionnel dans l'éducation nationale de 2000 enseignants. Normalement, on devrait pouvoir aller vers un recrutement exceptionnel d'enseignants-chercheurs dans les universités. Mais on est en train de faire les études de soutenabilité. Nous avons les résultats et le gouvernement pourra se prononcer sur le nombre d'enseignants-chercheurs à recruter. On peut dire la même chose
des personnels administratifs, techniques et de services. Vous savez la façon dont on recrute dans les universités? Il y a un nombre important d'employés, pléthore, mais des fois ce sont des recrutements un peu sauvages. Vous pouvez avoir 10 chauffeurs alors que vous avez besoin de 2 chauffeurs, mais vous avez besoin de 5 informaticiens alors que vous en avez 3. Donc tous ces dysfonctionnements-là vont être traités au niveau des concertations. Il y a une question ici qui a été particulièrement importante, qui a été traitée, c'est la question de la limite d'âge. Quand le gouvernement actuel est venu, on s'est rendu compte que dans nos différentes universités, pour recruter des enseignants-chercheurs, on mettait une limite d'âge de 45 ans. Ce qui nous a semblé arbitraire et discriminatoire. On a posé des questions sur les critères, sur les fondements juridiques pour recruter avec cette limite d'âge. Aucune des réponses qui nous ont été données n'a été satisfaisante. Nous avons décidé en toute souveraineté d'enlever cette limite de 45 ans que nous jugeons injuste. On va parler du problème des vacataires. Par exemple, un vacataire, c'est quelqu'un, la plupart, ils ont le doctorat. Ils remplissent tous les critères pour être enseignant-chercheur dans une université. Mais il n'y a pas de poste budgétaire pour les recruter. Et ils font le job. Ce sont les vacataires, 6000 vacataires contre 2500 enseignants-chercheurs. N'eût été les vacataires, ben, les enseignants ne pourraient pas l'enseignement ne pourrait pas se dérouler normalement. Maintenant, vous prenez le cas d'un vacataire qui est docteur, qui a 38 ans, qui fait 10 ans de vacation dans l'université, donc qui fait le job, qui fait le travail, et le jour où un poste ouvre, on lui dit non, vous avez 45 ans et 2 jours, donc on ne peut pas vous recruter. C'est injuste, et ça n'avait pas de base légale, et nous avons pris la responsabilité d'enlever cette limite des 45 ans. Les vacataires, je suis en train d'en parler, n'eût été les vacataires, on n'aurait pas actuellement la qualité d'enseignement qu'on a. Je donne juste un seul exemple. Si on n'avait que les enseignants-chercheurs recrutés dans les universités, le taux d'encadrement moyen serait de autour de 1 sur 50. C'est-à-dire un enseignant-chercheur encadre 50 étudiants. Avec les vacataires, ça peut descendre de 1 à 16. Maintenant, le but, c'est d'être dans les normes UNESCO, 20 à 25, mais pas seulement avec des vacataires, mais avec des enseignants-chercheurs qui comblent le gap. Et récemment, on a eu un signal très fort d'un pays ami, que je salue au passage, qui est en train de faire des recrutements massifs d'enseignants-chercheurs. Ce qui fait que nos docteurs-là, que nous avons formés à coût de millions pour qu'ils aient une formation de qualité, qui ne sont pas recrutés par le gouvernement sénégalais, sont en train d'être recrutés par les gouvernements de ces pays amis qui, eux, connaissent leurs valeurs. Donc nous, on est en train de mener une réflexion sur cette question pour que nos talents-là puissent être gardés sur place au service de l'université sénégalaise. Maintenant, je vais partager avec vous des informations qui ne sont pas très connues. Quand nous sommes venus au ministère, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de statistiques. Tout ce que je vous donne là, ce sont des statistiques que le grand public ne connaît pas. Et des fois, même à l'intérieur du ministère, on ne les connaît pas. Nous nous sommes convaincus que pour prendre des bonnes décisions de manager, il faut avoir des chiffres. Moi, n'importe quel ministre de l'enseignement supérieur doit pouvoir dire combien lui coûte un étudiant. Ou alors, pour être plus correct et conforme à notre état d'esprit, combien on investit sur un étudiant. C'est ce travail-là que nous avons fait sur les 2 derniers mois. Et les résultats, qui sont plus détaillés que ça, vont nous permettre de très bien flécher les nouvelles réformes qui vont arriver. Damay faral di wax ne un borom kër, quel que soit loo am ci alal mu mat ak mu ñàkk mat, boo yeewoo sa kër te xamoo ñaata nit ñoo fa yeewoo, sa dépense mënul normal. Soit di nga joxe lu ëpp wala nga joxe lu yées. Bu la wóoree nag ne kër gi fukki nit ñoo fi yeewoo, nga joxe dépense fukki nit. On est dans l'enseignement supérieur et qu'on ne sait pas ce qu'on investit chez un étudiant. Si on vous dit que vous avez 300 000 étudiants, mais vous avez du mal à rendre efficients les investissements que l'État fait. Et nous avons fait cette étude avec beaucoup de sérieux et nous sommes en mesure de vous annoncer qu'au Sénégal, un étudiant coûte à l'État du Sénégal, ou bien l'État du Sénégal investit sur chaque étudiant par année 1 178 742 francs. 1
178 742 francs. C'est l'investissement qu'on fait sur un étudiant par année en moyenne. Il y en a qui sont beaucoup plus que ça dans les écoles d'ingénieurs, il y en a qui sont beaucoup moins que ça. Et vous voyez, on vous donne la courbe de l'évolution du coût en un étudiant sur les années. Donc ça, c'est un chiffre fétiche qu'il faut garder en tête, parce que c'est sur la base de ce chiffre-là qu'on va paramétrer les réformes à venir. Maintenant, quand on essaie de faire un breakdown de tout ça, l'étudiant, c'est le social et les études. Le social, c'est le restaurant, ce sont les bourses, c'est la prise en charge médicale, etc. Et le pédagogique, c'est tout ce qui se passe dans les facultés et dans les UFR. L'étudiant coûte à l'État du Sénégal 542 000 francs 702 par année. C'est ce qu'on investit chez l'étudiant pour qu'il puisse étudier. 542 000. Retenez bien le chiffre. Ben, le même étudiant en moyenne, sur les dépenses sociales, coûte 636 000. Donc l'information, c'est qu'on investit plus sur le social que sur le pédagogique. Moi, je ne fais aucun commentaire, mais je vous donne les chiffres. Quelle est la logique quand on va à l'université? C'est investir plus sur le social ou plus sur le pédagogique? Personne ne dit qu'il ne faut pas investir sur le social. Mais est-ce que le social, c'est la raison d'être de l'université? Je vous laisse à vos différents commentaires. Mais à ce jour, l'étudiant, du point de vue du coût social, coûte plus cher à l'État du Sénégal que du point de vue pédagogique. Et cette étude, elle est très complète. Hein. On est allé jusqu'à... On sait, par exemple, combien coûte un étudiant de l'UCAD, combien coûte un étudiant de l'UGB, combien coûte un étudiant de l'ISEP de Thiès. On a tout. À l'intérieur de l'UCAD, on sait combien coûte un étudiant en droit, combien coûte un étudiant en sociologie. On a fait un travail très sérieux. Et c'est ça, par exemple, qui va nous permettre demain, si on veut dire, on veut plus d'ingénieurs. Aujourd'hui, le Sénégal forme 800 ingénieurs par année. 800, avec toutes nos écoles d'ingénieurs. Vous voulez aller où avec 800 ingénieurs par année? Des pays comme la Tunisie, le Maroc, ils sont à 8 000, 9 000, 10 000. Je ne parle pas des pays en développement. Donc ça, c'est une étude qui nous donne des chiffres clés, très précis, qui nous permettent de paramétrer les réformes à venir pour les aligner aux objectifs de l'agenda national de transformation du Sénégal. Un mot sur les classes préparatoires aux grandes écoles qui existent depuis 3 ans maintenant. Vous en entendez parler? Ce qui se passe d'habitude, c'est que dans certains pays, il y a ce qu'on appelle les classes préparatoires aux grandes écoles. On prend des étudiants particulièrement brillants, mention bien, très bien, etc. Ceux dont on dit qu'ils sont les meilleurs, on leur donne une formation spéciale pendant 2 ans et on les reverse dans les grandes écoles d'ingénieurs. À la base, c'est une forme de tri que les États font pour avoir la crème de la crème, pour pouvoir les flécher dans des domaines scientifiques à haute valeur ajoutée. Le gouvernement du Sénégal, il y a quelques années, de faire des classes préparatoires aux grandes écoles. L'idée est bonne, elle est lumineuse, sauf que sur le fonctionnement des 2 premières années, ça pose un problème de souveraineté et ça pose un problème de rationalisation des dépenses budgétaires. Parce que quand vous recrutez ceux dont on dit qu'ils sont les meilleurs au Sénégal, avec les mentions, ça veut dire que vous avez investi sur eux jusqu'au bac. Vous surinvestissez sur eux pendant ces deux années. Les 2 dernières années, on est allé jusqu'à payer même les billets d'avion pour qu'ils aillent faire les concours en France et au Maroc. Mais après tout ça, rappelez-vous, ça s'appelle classe préparatoire aux grandes écoles. Ça doit être des classes préparatoires aux grandes écoles du pays concerné. Mais nous, nos étudiants qui sont dans les classes préparatoires aux grandes écoles finissent dans les grandes écoles françaises et marocaines. Madame, on prend nos meilleurs, on investit énormément d'argent d'eux, et après on les donne aux Français et aux Marocains. On s'est dit, ça c'est pas logique, c'est pas intéressant. La tablette est à 5%. Hein? Mais après, je vais peut-être me mettre debout si ça, voilà. Donc, on forme les meilleurs, on investit sur eux, on leur paye des billets d'avion pour aller en France faire les concours. Quand les grandes écoles françaises les recrutent, on paye des sommes exorbitantes pour l'inscription. Et après,
c'est d'autres pays qui en bénéficient. On s'est dit, il faut renverser la tendance. Et c'est pour ça qu'on vous en parle, parce qu'il y aura des réformes. Et heureusement, on a au Sénégal un réseau des écoles d'ingénieurs qui est en train de nous aider. Le but, c'est que les meilleurs Sénégalais qui ont été recrutés à travers ces concours, après la classe préparatoire des grandes écoles, restent dans les grandes écoles sénégalaises pour qu'on puisse les orienter dans des domaines scientifiques où les résultats de leurs recherches auront un impact sur le développement du Sénégal. Le spatial, je vous en parle très rapidement. On a une agence sénégalaise des études spatiales et on a le projet spécial SENSAT qui est au ministère de l'Enseignement supérieur. L'ASES est bien assis institutionnellement. C'est une institution créée par le président de la République qui, depuis notre arrivée, est logée même au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Sauf qu'au MESRI, on a Gaïdesat, premier satellite du Sénégal, lancé en 2024. Donc je vous en parle parce que c'est une question sensible et qu'on va peut-être devoir aller vers une forme de rationalisation. Mais l'un dans l'autre, cela montre l'ambition du Sénégal dans le domaine spatial. Je n'aurai pas l'occasion d'en parler aujourd'hui, mais nous sommes en train d'identifier ce que nous appelons des filières orphelines, des filières techniques à très haute valeur ajoutée scientifique, où le Sénégal n'investit pas assez. Et nous voulons investir dans ces domaines. C'est l'intelligence artificielle, c'est le nucléaire civil, c'est etc. Et de ce point de vue, on a besoin d'avoir une agence spéciale de grande qualité. Les salons, on est en train d'expérimenter, en tout cas de rendre efficiente la participation à des salons. Le premier salon, c'est le salon de Genève, en Suisse, sur l'innovation et les inventions. C'est le premier salon au monde sur les questions d'invention. Avant notre arrivée, il y a des Sénégalais qui y allaient individuellement, qui y gagnaient des prix de façon autonome. Quand nous sommes arrivés, nous nous sommes dit, avec la masse critique des talents et des inventeurs que nous avons, il faut que le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, organise cela. Et nous avons fait un appel à candidature transparent, où nous avons organisé une équipe nationale du Sénégal. Nous avons sélectionné 12 candidats qui sont allés à Genève. Encore une fois, c'est ce qui se fait de mieux dans le monde en termes d'invention. C'est à Genève qu'on a l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui travaille avec l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. C'est là où on enregistre les brevets. C'est eux qui ont mis ça en place. C'est eux qui ont les critères pour déterminer la scientificité d'une invention qui mérite un brevet reconnu au niveau international. C'est là où sont allés nos inventeurs. C'est là où nos inventeurs ont eu des médailles d'or, des médailles d'argent et des médailles de bronze. Salués par le président de la République dans un communiqué du Conseil des ministres. Quand nous sommes revenus de ce salon, nous nous sommes dit, non seulement il faut continuer à investir dans les sciences et l'innovation, mais nous pourrions nous-mêmes organiser au Sénégal la première édition d'un salon de l'innovation pour que le Sénégal soit le hub de l'innovation, au moins en Afrique noire francophone. Et nous y travaillons. Le deuxième salon, c'est l'Univers Salon dont je vous ai parlé tout à l'heure. Inédit, audacieux, 20 000 visiteurs en 3 jours. Des bacheliers qui sont venus de toutes les régions du Sénégal pour venir voir l'offre académique qu'on leur présentait. Donc voilà en gros les questions d'enjeux dans les différentes universités que je vous donne de façon brute. Maintenant, toutes ces questions sont sérieuses et le comité de pilotage ici présent va travailler sur la base de 8 commissions. Je ne vais pas tout commenter parce que je sais que les failles, les scènes et les autres commencent à avoir faim. Je vous présente ici officiellement les 8 commissions autour desquelles ces concertations seront organisées. La commission numéro 1 parle des curricula et de la recherche. Nous sommes dans une logique de souveraineté. Nous considérons que l'université du Sénégal ne ressemble pas encore au Sénégal. Et qu'il y a, comme disent nos amis professeurs, beaucoup de résidus de colonialité. Donc, il faut que l'université sénégalaise soit calibrée pour servir le Sénégal. On va parler de la question du plurilinguisme, comment introduire les langues nationales. Est-ce qu'on va aller vers une généralisation de l'anglais? C'est une question qui se pose. La question des savoirs endogènes qui sont tirés de nos tribus ancestrales.
Quelle est la place de ces savoirs-là dans l'enseignement à l'université? Est-ce que nous pouvons continuer à avoir des universités où nos grands érudits ne sont pas enseignés? Est-ce que nous devons passer de l'école de Jules Ferry à l'école de Cheikh Anta Diop? Quelle est la place du sport et de l'entrepreneuriat? Quels sont les contenus des enseignements? Est-ce que ce qu'on enseigne à nos étudiants aujourd'hui est pertinent par rapport aux défis du monde moderne? Toutes ces questions-là vont être traitées au niveau de la commission numéro 1. La question numéro 2 va parler de l'administration, de la gouvernance universitaire, du statut institutionnel des acteurs et de l'équité et de genre. Donc, vous voyez beaucoup de problèmes. La carte universitaire. Vous savez que le gouvernement vient de décider d'y aller avec les 8 pôles régionaux. Il faudra que notre offre universitaire soit adossée aux 8 pôles régionaux qui ont des vocations économiques. Je vous ai dit tout à l'heure que bientôt on aura les universités de Matam et de Tambacounda. Qu'est-ce qu'on doit enseigner à l'université de Matam qui soit conforme au potentiel économique de la région? Même chose pour Tambacounda et Kédougou. On va parler de la mobilité institutionnelle des universitaires et des étudiants. Question extrêmement importante. On n'oriente pas le débat, mais c'est une problématique sur laquelle on va discuter. Vous savez qu'aujourd'hui au Sénégal, quand vous êtes professeur à l'université de Dakar, vous appartenez à l'université de Dakar. Si vous voulez aller à l'université de Saint-Louis, vous devez aller postuler à un poste à l'université de Saint-Louis. Si vous êtes recruté, vous démissionnez de l'université de Dakar. Alors que c'est la même université, c'est le même État qui recrute tout le monde, qui paye tout le monde. Les gens se sont dit, est-ce qu'on ne doit pas orienter, avoir une mobilité institutionnelle des universitaires, comme on l'a dans l'éducation nationale, toute proportion gardée. Un enseignant-chercheur qui peut servir 5 ans à Dakar, après il va servir 7 ans à Matam, après il va servir 2 ans à Kaolack, etc. Mais ne pas appartenir aux universités qui appartiennent tous au même État. La même chose pour les étudiants. Les étudiants savent que pour passer de l'UGB à l'université de Kaolack, c'est la croix et la bannière. On doit pouvoir, à travers des systèmes d'équivalence, organiser tout cela. Parce qu'on veut avoir une université du Sénégal. Parce que c'est l'État du Sénégal qui organise cette université, qui la finance, qui donne une autonomie aux universités, mais une autonomie en termes scientifiques et pédagogiques. Cette autonomie n'est pas totale en matière administrative et en matière financière. Donc pour une excellente utilisation de nos ressources humaines, il y en a qui pensent qu'il faut aller vers cette mobilité. Nous ne préjugeons pas des résultats, mais c'est un problème qui est posé sur la place et ce sont ceux qui vont s'y concerter qui vont en parler. La réforme des œuvres sociales, j'en ai parlé tout à l'heure. Ce sont des questions qui se posent. Vous êtes étudiant, j'ai 20 000 francs, je mets 15 000 sur le social, je mets 5 000 sur le pédagogique. Est-ce que c'est rationnel? C'est aux commissions d'en parler. Le recrutement des PATS, la place des femmes dans le système universitaire, la dimension genre, l'inclusion des personnes handicapées, le recrutement des postes professeurs, j'en ai parlé tout à l'heure. La commission 3, extrêmement intéressante, c'est la transformation numérique de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Commande du président de la République qui nous dit, nous avons une université numérique virtuelle, l'université Cheikh Hamidou Kane. Au début, ça a fait l'objet de beaucoup de préjugés défavorables. Aujourd'hui, cette université est en train de faire ses preuves. Aujourd'hui, cette université compte 74 000 étudiants. La première université numérique d'Afrique francophone, peut-être même d'Afrique. La deuxième université sénégalaise par le nombre de ses étudiants, derrière Dakar. Et peut-être dans 2 ans, 3 ans, la première université sénégalaise. Et de cette université, le président de la République dit qu'elle doit être le socle et l'emblème du New Deal technologique. Le Sénégal doit basculer vers l'ère du numérique à travers, entre autres, l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Les questions de digitalisation, de connectivité, la dématérialisation des objets, les infrastructures technologiques seront mises sur la table. Est-ce qu'on doit construire de nouvelles universités en présentiel? Est-ce que cette méthode-là, qui a fait ses preuves, n'est pas devenue obsolète? Est-ce qu'on ne va pas privilégier les enseignements à distance, etc., etc. Ou bien s'engouffrer carrément dans le domaine du bimodal, de l'hybride. Une partie des enseignements en présentiel, une partie des enseignements en distance. Des expériences montrent que beaucoup de masters, par exemple, dans ce pays, peuvent être mutualisés et faire l'objet d'enseignements à distance. Ce qui permettrait d'économiser beaucoup d'argent,
qu'on investirait encore dans le pédagogique dans nos différentes universités. La commission 4, c'est la commission de la qualité, pertinence, professionnalisation et évaluation des formations, les savoirs endogènes, les classements dans les universités mondiales, qui donnent un certain nombre d'avantages, l'ANAQ-Sup, qui est une institution inédite au Sénégal, qui surveille la qualité des enseignements dans nos différentes universités, les universités privées, etc. Là, tout à l'heure, je vous ai parlé des filières orphelines. Comment faire en sorte que dans les domaines de l'intelligence artificielle, du nucléaire civil, dans le domaine du spatial, dans tous ces domaines qu'on considère comme des chasses gardées de l'Occident, notre pays puisse se positionner pour continuer à lancer des satellites comme on l'a fait. La commission 5, on va par qualité, pertinence, professionnalisation, évaluation des formations. Le président de la République accorde beaucoup d'importance à la professionnalisation. Les ISEP et tout ce qui est équivalent des ISEP. Parce que chez nous, soit les gens ne sont pas bien formés, taux d'analphabétisme très élevé, ou ils sont trop bien formés. On n'est jamais trop bien formé, mais on a des gens qui sont hyper diplômés et d'autres qui ne sont pas diplômés. Et à l'intermédiaire, on n'a pas les petites mains qui font le travail. Et les pays du monde, il y a beaucoup de pays développés qui se sont appuyés sur cette professionnalisation, comme l'Allemagne, comme la Suisse, pour créer une industrie intermédiaire naissante qui fait le développement du pays. Et l'une des commandes du président de la République, c'est d'aller dans ce domaine. Donc vous voyez sur l'écran les différents sujets qui seront abordés. La commission 6, c'est l'économie de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation. Les universitaires ont de la pudeur pour parler de financement de l'université. Mais c'est la question du modèle économique dont j'ai parlé tout à l'heure. Comment on doit faire pour financer nos universités? Aujourd'hui, le ministère de l'Enseignement supérieur a un budget de 308 milliards. Au moment où l'Assemblée nationale nous vote nos 308 milliards, nous savons que nous n'allons pas terminer l'année. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de rationaliser ce budget pour le ciblage? Parce que la question, des fois, ce n'est pas le montant, c'est le ciblage. Est-ce qu'on ne va pas diminuer sur telle rubrique budgétaire pour alimenter tel autre qui nous paraît plus pertinent? Est-ce qu'il n'est pas temps que le secteur privé puisse entrer dans le financement de l'université? En sachant que nous formons des intrants pour les entreprises privées. Nous formons des éléments, des étudiants qui doivent pouvoir être opérationnels dans le privé. Une entreprise privée doit pouvoir faire son plan stratégique et se dire, dans 10 ans, j'ai besoin de 1 million d'informaticiens. Mais cette entreprise n'a pas les moyens de former les 1000 étudiants. C'est une commande implicite à l'université qui doit mettre en place un dispositif qui permette de financer les formations. Donc toutes ces questions-là seront traitées au niveau de la question 6. La commission 6. Commission 7, publication scientifique, diffusion, dissémination, etc. Donc vous voyez les questions. On ne publie pas assez. On doit faciliter la publication des universitaires. Ça leur permet non seulement d'avancer dans leur carrière, ça permet d'avoir un ranking meilleur au niveau international, et ça permet justement de produire de la science, tout simplement. Donc il y a une commission qui est dédiée à ça. Et enfin, la commission 8 qui est très intéressante, sciences politiques et société, où on va discuter des interactions entre l'université et son milieu. L'écosystème de l'université, ce n'est pas seulement l'université. Il y a les secteurs privés, il y a les ONG, il y a le gouvernement, il y a le secteur informel. L'université doit ressembler à la société qui l'a sécrétée. Notre université vit plus ou moins en vase clos. Et nous allons essayer d'introduire un certain nombre de réformes pour que notre université nous ressemble. Donc voilà, mesdames et messieurs, ça a été long, mais j'ai voulu être exhaustif pour que tout le monde comprenne les enjeux. Je ne l'ai pas dit au début, c'est naturellement pas une conférence de presse où on vient avec 2 ou 3 messages. L'objectif, c'est que vous, de la presse, vous compreniez ce qui se passe dans les universités. L'objectif, ce n'est pas de faire la une de demain. Si vous faites la une de demain avec l'université, c'est tant mieux. Mais ce n'est pas le but immédiat. Le but immédiat, c'est que dans 3 mois,
Quand on va parler d'un sujet qui concerne l'université, vous vous dites, mais là, on en a parlé. Voici les vrais enjeux et vous faites un article ou un dossier sur la question. C'est notre façon à nous de vous donner l'information publique, parce que tout ce que je vous dis là, c'est public. On ne trahit aucun secret. Et vous devez être en mesure de le savoir. J'avais dit que j'allais utiliser un mode hybride en français et en wolof. Je n'ai pas pu le faire. Peut-être qu'on y reviendra si ma gorge me le permet. Mais le but, c'est que tout le monde comprenne. Et je suis sûr que vous, si vous comprenez, vous allez jouer le rôle de médiateur social. C'est la conception qu'on a du journaliste. Vous êtes le médiateur social. Et vous êtes des partenaires. Et nous ne pouvons pas avancer dans ce travail sans vous. Moi, quand je travaillais à Genève à l'époque à l'OMC, c'est des questions très techniques de commerce international, le Brésil, qui est considéré comme un pays en développement, avait réussi quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire que quand le Brésil, par exemple, portait plainte contre les États-Unis, bon, c'est des questions techniques d'abord. Personne n'en parle, personne ne sait de quoi